Ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc heureux de vous accueillir pour ce webinaire inédit, donc réalisé en partenariat entre deux marques, donc Virax et Danfoss Climate Solutions. Du coup, la thématique du jour, ça va se porter sur l'efficacité des réseaux hydrauliques et notamment plus particulièrement sur le désembouage et sur l'équilibrage d'un réseau hydraulique. Donc pour ça, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts techniques. Donc Olivier Poinon, donc représentant technique Virax, et Thierry Aubert pour la partie d'Enfos, qui est responsable technique chauffage. Donc voilà, le webinaire, ça va se tenir en deux temps. D'abord, il y aura une présentation technique de nos experts, donc Olivier et Thierry, pendant environ une demi-heure. Et ensuite, il y aura une session questions-réponses en seconde partie de cet événement. Et vous pouvez donc prévoir et écrire vos questions dans l'onglet questions du panneau de contrôle GoToWebinar. Et les questions qui seront écrites ici seront abordées à la fin de la session pendant cette partie questions-réponses. Du coup, je vais maintenant laisser la main à Thierry et bon webinaire à toutes et à tous. Merci. Oui, merci. Bonjour, donc Thierry Aubert, donc responsable technique d'Enfos, division Climate Solutions. Donc moi, je suis expert en hydraulique, en thermique, en régulation. Et là, cette première partie, je vais vous parler du robinet thermostatique, de voir un peu ce qui se passe en termes de régulation, mais aussi en maîtrise des débits, puisque là, c'est quand même assez important pour tout ce qui est chaudière à condensation. On va voir. Et là, c'est plutôt une présentation orientée maison individuelle, hein, ou ça peut être aussi un appartement dès l'instant qu'il y a une chaudière. Donc voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robinet thermostatique, c'est une régulation pièce par pièce, hein. Ça veut dire que c'est l'aspect confort du robinet. Ça permet de limiter la température des pièces en fonction de ce que l'on souhaite, hein. Lorsqu'on a du chauffage électrique, on le fait sur les convecteurs, on règle ce qu'on veut. Bien sûr, des radiateurs à eau chaude, c'est le robinet thermostatique qui va assurer cette fonction-là. Donc, c'est la fonction confort, régulation pièce par pièce, suivant les besoins. Des pièces peu occupées ou des chambres, on va peut-être les régler plus basses. C'est ça l'intérêt. Il faut bien voir que lorsqu'on parle d'installation individuelle avec chaudière, par exemple, il y a un autre appareil que l'on trouve, bien sûr, qui est le thermostat d'ambiance, qui a une autre action, lui, et qui est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que lui, il a une régulation, c'est une régulation centrale et locale qui va plutôt être là pour piloter les abaissements de nuit, par exemple. Donc, c'est un petit peu une horloge, on va dire, c'est l'horloge de la maison. On va chauffer, on va pas chauffer, mais dans les périodes d'abaissement, donc de toute façon, on va dire 15 partout, c'est le thermostat qui a la main, puisque là, ça chauffe plus. Par contre, la journée, là, j'ai mis 20 degrés par exemple, mais là, dans la journée, ce sont les robinets thermostatiques qui vont assurer les niveaux de température différents pièce par pièce. Donc, les deux composants en termes de régulation sont parfaitement complémentaires. Alors, vous devez savoir, mais dans la réglementation thermique impose ou favorise grandement les robinets thermostatiques, puisque dans le neuf, c'est un organe de régulation par local, donc le robinet, c'est bon. En rénovation, il y a une réglementation européenne, DPEB, enfin française maintenant, qui oblige donc l'installation de robinets thermostatiques lorsque vous changez la chaudière ou lorsque vous changez un radiateur. Et bien entendu, il bénéficie également des certificats d'économie d'énergie. Alors, le principe d'un robinet thermostatique, c'est tout simple, c'est la dilatation. Vous voyez, là, j'ai représenté un soleil, donc la température qui augmente, et vous voyez à droite, la capsule là, qui change de couleur, c'est cet élément qui va se dilater. Donc là, ce que j'appelle capsule, c'est une espèce de petite boîte de conserve, vous allez voir, c'est tout fermé, c'est étanche, et bien sûr, ça dure très très longtemps. Et donc, c'est cette dilatation qui va faire que le clapet va être fermé. Donc, on le voit ici. Donc la dilatation, vous voyez, ce qu'il y a dans la tête, c'est une capsule. Alors dans Fausse, on a inventé le robinet thermostatique avec une tête gaz, c'est toujours notre première tête. Allô, pardon. Il n'y a que dans Fausse qui a les têtes gaz. Et donc la tête gaz, elle se dilate, hein. On va voir, voilà, ça se dilate comme une boîte de conserve. Voilà. Encore une fois, il manque une partie, hein, ici qui ferme ça, mais c'est un soufflet, comme un accordéon.
Donc, nous fabriquons nous-mêmes tous nos soufflets. Donc, tous les fabricants ne fabriquent pas tous leurs soufflets, mais nous, on est fabricants de tous les soufflets. Donc, on fabrique des soufflets gaz, des soufflets liquides. Donc, la durée de vie d'un soufflet, hein, c'est encore une fois, c'est métallique, hein, c'est 20 à 30 ans. Et là, je peux dire qu'on peut même aller, enfin, on en voit constamment avec des durées de vie bien supérieures. Donc, la tête gaz, la particularité, c'est comme c'est rempli d'un gaz, c'est très rapide. Le temps de réaction, c'est 10 minutes. Alors que une tête liquide, on va dire tous les fabricants du marché, hein, les autres fabricants sont principalement en tête liquide. Mais il faut bien comprendre que là, le temps de réaction, il est de 20 minutes. C'est pratiquement du double en moyenne. Donc la tête d'enfos en gaz, c'est vraiment la plus rapide. Une particularité également de la tête gaz, c'est comme ça se dilate beaucoup plus, et bien la course, c'est-à-dire la levée du clapet que vous voyez ici, eh bien elle est supérieure sur une tête gaz par rapport à une tête liquide. Donc on travaille sur une course plus grande. Tout à l'heure, je vous disais effectivement durée de vie 20 à 30 ans. Euh, là, j'ai même pris des photos hein, dans une excursion dans une ville du centre de la France. On voit ces têtes-là. Ces têtes-là ont 50 ans. C'est-à-dire ces têtes-là, c'est de la tête RAV. En plus, elles sont un petit peu pas tellement exposées derrière une baie vitrée, donc ça veut dire que le plastique n'a pas vieilli. Donc c'est des produits qui ont 50 ans. Effectivement, une tête thermostatique, on va dire, un robinet thermostatique, là où il fatiguerait le plus, c'est derrière une baie vitrée. Ce sont les ultraviolets qui vont peut-être fatiguer le plastique, mais en tous les cas, la vanne, etc., va pas subir de dommages. En termes de résistance, bah effectivement, Danfoss, on fabrique des produits résistants. La tête normale, elle supporte à la flexion 75 kg et la tête collectivité, plus de 110 kg. Collectivité, c'est pour les espaces publics, hein, les mairies, les écoles, les hôpitaux. Donc à ce sujet, si vous allez sur YouTube et vous tapez Danfoss flexion, vous verrez une vidéo que j'ai faite où je monte dessus. Hein, donc, moi, je pèse à peu près 80 kg. Donc, je monte dessus et je pense que Clément vous mettra le lien sur le chat à droite. Alors, ce qui est important, c'est qu'en termes d'équilibrage, bien répartir les débits, même si là, c'est un petit peu plus grand qu'une installation individuelle, le principe est le même. Effectivement, quand c'est pas équilibré, vous allez avoir l'eau qui va plutôt aller là où c'est le plus facile, donc il va irriguer les premiers radiateurs et qui certainement va peiner à irriguer les derniers radiateurs. Donc les gens qui vont se plaindre, c'est toujours les gens qui sont les plus éloignés de la pompe. Bien sûr, ce qu'on cherche, c'est plutôt à droite, que chaque radiateur ait le débit, le bon débit. Alors en gros, ce qu'on peut regarder, c'est que sur une installation où il n'y a pas de maîtrise des débits, donc où les débits ne sont pas réglés, vous avez les premiers radiateurs très chauds, puis là on voit que c'est un peu moins chaud, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, eh ben, il y a de moins en moins de chaleur. Et si on fait le mélange de tous ces débits, on s'aperçoit qu'on a des températures relativement élevées en retour. Alors que si on est équilibré, donc avec le bon delta T sur les radiateurs, là on va s'apercevoir que la température moyenne de retour s'abaisse. Alors quand on parle de condensation, vous voyez, ça c'est en plein hiver. Si on voit au-dessus d'une maison beaucoup de vapeur d'eau qui sort de la cheminée d'une chaudière gaz, ça veut dire qu'il y a encore de la vapeur d'eau qui sort, donc c'est de la vapeur d'eau qui ne s'est pas condensée. Donc ça c'est déjà un signe quand il fait très froid de dire tiens, dans cette maison-là, il n'y a pas de condensation, ça ne marche pas très bien. Normalement, il devrait y avoir le minimum. Alors bien sûr, pour condenser, il faut des surfaces froides. Là, vous voyez que on voit bien la condensation sur les parois de cette théière, sur le verre. La condensation se forme sur une paroi froide. Donc il faut des parois froides. Et sur une installation de chauffage, bien sûr, les parois froides, c'est ce qui revient des radiateurs. Donc au-dessus de 55 degrés, ben, il n'y a pas de condensation. Donc il faut abaisser les températures de retour des radiateurs. Donc on va limiter les débits, puisqu'en fait on va s'apercevoir que c'est en limitant les débits qu'on va limiter la température de retour. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde l'émission d'un radiateur, c'est-à-dire que la chaleur produite par un radiateur, vous voyez, en bas, il y a le débit, c'est-à-dire là, j'ouvre mon débit et puis j'ai une certaine puissance qui est sur l'axe vertical. Donc, on voit que c'est pas tout à fait une droite, c'est pas tout à fait linéaire. Et là, j'ai mis un régime de 70-50. Donc, quand on a le robinet thermostatique qui s'ouvre ou qui se ferme, on voit bien qu'on va moduler la puissance du radiateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez beau dire, tiens, je vais doubler, tripler le débit nominal. Eh ben ça, est-ce que c'est une bonne idée? Ben non, parce que vous avez beau doubler ou tripler le débit, en fait, le radiateur, il va pas être beaucoup plus surpuissant. Il va pas tellement gagner de puissance thermique. Il va pas chauffer plus. Par contre, ce que ça va faire, c'est que en faisant ça, eh ben vous allez dégrader la température de retour, puisque
qu'au lieu de revenir à 50, vous allez revenir à une température, là dans cet exemple, à 59. Donc, augmenter le débit, en fait, a un impact direct sur la température de retour. Et là, dans ce cas-là, les surdébits, c'est que vous condensez plus. Alors, que trouve-t-on sur un radiateur? Alors, un T de réglage ou un coude de réglage, un robinet thermostatique. Alors, le coude de réglage, il a gardé ce nom-là, mais vous savez très bien que pour ceux qui ont déjà fait, régler un débit, enfin, régler plutôt un passage de débit dans un coude ou un T de réglage, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. On prend une clé Allen, on fait un demi-tour, un quart, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et puis surtout qu'il n'y a pas de mémoire. Et là, si on fait une simulation du débit qui peut passer lorsqu'on ouvre d'un quart, d'un demi-tour ou trois quarts, en faisant une simulation de débit et en faisant une estimation de la puissance, ça veut dire que sur un demi-tour, on serait déjà capable d'emmener quelque chose comme 2000 watts. Donc imaginez aller régler un radiateur où vous avez un radiateur de 800 watts, c'est encore moins d'un quart de tour, donc il n'y a aucune précision sur un T de réglage. C'est assez compliqué. Alors que quand on prend un corps à pré-réglage, et nos corps standards, ce sont les RAIN, vous avez une bague de pré-réglage avec des chiffres 1, 2, 3, 4, N. Donc il y a 5 positions et vous pouvez aller vous régler dans demi-position. Donc là, on va pouvoir limiter en fait le débit de manière beaucoup plus précise que le coude de réglage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez réglé la bague, ben là où vous mettez la tête, le réglage est caché, il est masqué. En faisant une simulation, par exemple, puisque je vous parlais de température de retour, vous voyez, j'ai pris un radiateur de 1000 watts avec un régime et une chute de 15, ça représente un débit nominal de 57 litres par heure. Si je prends un robinet Danfoss, quelle que soit la marque, tous les robinets ont à peu près le même, on va dire, KV, c'est le passage, hein, quelles que soient les marques, le passage, il est à peu près normalisé. Ben, si je prends un robinet Danfoss qui sort de la boîte sur son débit nominal, sur le chiffre N, on s'aperçoit qu'on est capable de passer 230 litres par heure. On voit bien qu'on ne gagne pas beaucoup de puissance. Par contre, la température de retour, elle est très élevée, puisqu'on autorise un surdébit. Donc ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez que si on règle très facilement sur cette bague la bonne position, par exemple 2,5, vous allez tout de suite vous récupérer un débit qui est très proche de ce que vous souhaitez et surtout abaisser considérablement la température de retour. Et vous voyez qu'il y a très peu d'impact sur la puissance, encore une fois. J'ai réduit le débit, ça ne réduit pas tellement la puissance, mais ça réduit beaucoup la température de retour. Et ça, c'est bon pour la condensation, bien sûr. Vous voyez? D'ailleurs, sur les boîtes, c'est ce qu'on marque. Vous voyez, très souvent en France, on travaille sur des delta T de 15 degrés. Donc, c'est l'échelle du milieu qu'on va utiliser. Vous voyez, sur position nominale, on serait en capacité d'emmener un radiateur de 4000 watts. Ce qui est très rare dans le domestique. Hein. Si vous avez un château, c'est très, très rare. Donc, très souvent, on va être situé entre position 2 ou 3. Vous le faites ou pas? Parce que d'usine, il est livré sur N. Donc, si vous faites rien, il reste sur N. Vous n'avez pas d'équilibrage, pas un plein débit, mais donc, il est très facile d'aller le mettre sur position 2,3, 2,5 par exemple. On voit la bague de réglage ici avec les chiffres, et puis il y a toujours une encoche. Et l'encoche de réglage se trouve toujours, pour ceux qui ont déjà utilisé nos robinets, toujours dans l'axe de la douille. Dans l'axe de la douille, vous avez un petit trait, un repère, c'est là où est le repère de réglage. Sachez aussi qu'il existe une application dédiée aux installateurs justement pour faire ces pré-réglages d'une installation. Ou si vous avez un pavillon, une maison, que vous pouvez définir un projet, vous appelez Monsieur Durand, vous définissez les radiateurs, ses tailles, et on va indiquer la valeur de pré-réglage. Et vous pouvez sauvegarder cette application. D'ailleurs, j'avais fait un webinaire sur cette application, ça existe sur YouTube, sur l'usage de ce petit outil. Donc la tête, vous savez que la tête d'Anfos a la particularité, c'est que c'est une tête qui se clip. Donc c'est une tête qui est rapide, c'est la plus rapide du marché puisqu'elle c'est la seule à avoir une tête gaz. On va régler donc le débit sur tous nos corps qui sont à pré-réglage. En plus, le réglage est protégé, donc il n'y a pas de risque que le particulier vienne manipuler le tête de réglage que vous avez passé une demi-journée à régler. Là, vous en fichez, vous laissez le tête de réglage grand ouvert. C'est le robinet qui va limiter le débit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir qu'avec des robinets manuels, quand vous dites je mets une chaudière à condensation à un client, vous avez de fortes chances que vous ayez des températures de retour trop élevées qui empêchent la condensation. Donc ça, c'est des études qui ont été faites par une université qui s'est aperçue en collectif qu'avec des robinets manuels, il n'y avait pas beaucoup de condensation. Et dès lors, on mettait un robinet thermostatique et on limitait le débit, on s'apercevait que là, on va gagner des économies énormes dues à la condensation. Quand c'est réglé les débits, on va condenser. Quand ça ne l'est pas, on ne condense pas. Donc, en fait, c'est-à-dire que votre client qui a acheté sa chaudière à condensation va se dire, mince, je n'ai pas les économies attendues. Ah oui, tout simplement parce que les débits n'ont pas été maîtrisés. Donc voilà, ce qu'il faut dire pour cette partie-là, donc le robinet, là, j'ai montré le RAIN, c'est le robinet après réglage classique. Il existe aussi un robinet auto-équilibrant
qui a une fonction d'auto-équilibrage. Donc, normalement, il est plutôt réservé aux installations plus importantes, hein, de petits collectifs, des bâtiments de 100, 120 mètres de long. Donc là, on n'est pas du tout dans le résidentiel, mais celui-là, il est auto-équilibrant, c'est-à-dire qu'on va s'abstenir de mettre des vannes d'équilibrage en pied de colonne. Mais de toute façon, ces deux robinets ont la particularité, c'est qu'ils ont tous les deux un mécanisme en matériaux de synthèse, en PPS, justement, pour empêcher le grippage. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles, mais pour empêcher que ça grippe. Donc c'est plus du métal-métal. Il n'y a plus de possibilité de grippage sur le métal ici, puisque tout est un matériau de synthèse. Donc cette partie, vous voyez, est quand même liée à la caractéristique du réseau. Et c'est pour ça que la société Virax là va vous présenter par l'intermédiaire d'Olivier, va vous présenter la suite concernant le désembouage, le traitement des installations. Merci. Bonjour tout le monde, donc merci Thierry de m'avoir passé la main. Je m'appelle Olivier, je suis expert technique au sein de la société Virax. Donc mon rôle principal, c'est de répondre aux distributeurs, aux utilisateurs sur le côté technique de l'ensemble de nos produits. Donc là, j'ai l'honneur de participer à cet événement. Donc on va pouvoir voir maintenant le Virafal en question, quel rôle il joue en tout cas pour donner une efficacité dans la technique. Donc nous allons voir dans un premier temps les raisons de l'embouage, les conséquences de l'embouage, la centrale de désembouage haut débit Virafal et pour terminer les additifs qui sont proposés pour le Virafal. Donc les raisons de l'embouage. L'embouage, donc il faut savoir que c'est un phénomène normal qui est présent dans toutes les installations. Cela est dû à plusieurs raisons, à commencer par la porosité à l'oxygène, la corrosion et pour finir la typologie de l'installation. Donc nous allons voir donc ces raisons de l'embouage, à commencer par la corrosion. La corrosion, elle est provoquée par l'oxydation. L'oxydation, c'est un phénomène naturel. Lorsque j'ai la présence de fer dans une installation, donc comme par exemple le vase d'expansion, un radiateur ou alors l'échangeur qu'il y a dans la chaudière, tout ça, ça va nous provoquer de la corrosion sous forme de boue, donc provoquée par les oxydes ferreux. Ensuite, la typologie de l'installation. Si on prend l'exemple d'une installation, d'un plancher chauffant ou d'un radiateur, donc là on est sur une installation basse température, ce qui va se passer, c'est que le circuit va générer par sa basse température donc une prolifération de bactéries. Grossièrement, en fait, on va avoir de la vie, on va avoir de l'eau, de l'oxygène, donc ça va développer des algues sous forme de boue. Donc plein de nos bactéries qui vont se transformer sous forme de boue. Et par conséquent, ça va limiter le passage de l'eau, les échanges thermiques. Et ensuite, donc comme je disais, la porosité à l'oxygène. Si on prend l'exemple du PER, donc je pense que vous le savez tous, le PER a une facilité de mise en œuvre pour tout ce qui est plancher chauffant, radiateur, et en plus il a un faible coût. Donc il est très très utilisé. Cependant, le tube PER, s'il n'a pas de barrière anti-oxygène, donc de BAO, son nom BO pour barrière anti-oxygène, il peut être poreux à l'oxygène et non imperméable aux UV. Donc ça va provoquer en fait un développement d'algues et voire même de corrosion. Donc là, par conséquent, on va avoir un circuit emboué. Donc toutes ces raisons, elles vont avoir donc des conséquences. Donc nous allons voir, à commencer par la surconsommation énergétique. La boue, lorsqu'elle est présente dans un réseau, dans un radiateur, elle va jouer un rôle d'isolant. Ce rôle d'isolant-là, du coup, ça va mettre en défaut, par exemple, la chaudière. La chaudière, elle, bêtement, elle va suivre une consigne, comme disait Thierry tout à l'heure, par rapport à un thermostat d'ambiance ou par rapport au thermostatique. La boue, si une trop forte quantité, ça va jouer un rôle d'isolant et la chaudière, elle va répondre aux besoins de chauffage. Mais là, du coup, comme ça joue un rôle d'isolant, la chaudière, elle va continuer jusqu'à atteindre sa température. Et ça peut atteindre du coup une surconsommation énergétique qui peut atteindre jusqu'au 25%, ce qui représente à peu près des centaines d'euros sur la facture de chauffage. D'autres conséquences aussi, c'est les pannes hydrauliques. Dans la chaudière, donc on a des organes qui laissent passer donc de la boue, qui peuvent se bloquer, qui peut les user, voire les détériorer. Si on prend l'exemple d'un circulateur de chauffage, voilà, la boue peut se bloquer dans le circulateur et se bloquer sous forme de débris de boue et donc le rendre hors service. Donc là, ça devient vraiment gênant pour l'installation.
on conseille fortement de désembouer l'installation. Alors attention, on conseille, on n'oblige pas en fait. Il n'y a pas d'obligation de désembouage, il n'y a pas d'obligation périodique. Mais en tout cas, pour allonger la durée de vie d'un réseau, il est fortement conseillé de faire un désembouage. Si on prend l'exemple sur les radiateurs en fonte, donc on conseille fortement de désembouer tous les 15 ans, tous les 10 ans pour les radiateurs en aluminium. Pour les canalisations PER, donc 5 à 7 ans, donc là c'est un petit peu plus réduit, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il peut être poreux à l'oxygène. Donc là, ça peut vraiment créer des algues, surtout si on est sur la basse température. Donc c'est un peu plus récurrent. Tous les 10 à 15 ans pour les installations en cuivre. Et ensuite pour tout remplacement de chaudière. Donc là, je m'arrête un petit peu sur le remplacement de chaudière. C'est très important. D'une part, si on veut vraiment faire ça dans les règles de l'art, lorsqu'on remplace une chaudière, c'est bien d'installer une chaudière neuve sur un réseau qui a été nettoyé, qui n'est pas quasi neuf, en tout cas tout comme. Donc ça, déjà d'une part, pour vraiment faire ça dans les règles de l'art. Mais en plus de ça, si jamais j'installe une chaudière neuve sur un réseau qui n'a pas été désemboué et que par malchance, la chaudière tombe en panne, est en dérangement, et que ça peut être dû justement à l'installation qui a été embouée, le fabricant peut se voir ne pas assurer la garantie de l'appareil. Donc c'est hyper important de bien désembouer l'installation à chaque remplacement de chaudière. Voilà, au moins on part sur quelque chose de sain. Et si jamais il y a une pièce qui est HS, voilà, si c'est pas dû à l'embouage, ça peut être une bonne chose pour la garantie. Donc là, nous allons venir donc à la centrale de désembouage haut débit via rafale. Donc la centrale de désembouage haut débit via rafale permet le nettoyage mécanique et chimique des radiateurs et planchers chauffants. Donc mécanique et chimique, là ce nettoyage sera déterminé en fonction de l'état du réseau, s'il est peu entretenu, voire pas du tout, s'il est presque bouché. Et permet également, le via rafale, la désinfection des conduites d'eau potable. Donc il y a une norme qui existe, que vous devez sûrement connaître, la norme EN 806-4, qui demande à ce que toutes les canalisations récemment installées soient nettoyées avant usage. Donc là, le via rafale permet ces deux fonctions-là. Pour le raccordement donc du via rafale, là on a un schéma de principe un schéma de principe de raccordement sur un plancher chauffant. Je vous rassure, là on est sur un plancher chauffant, mais le schéma de raccordement est le même pour une installation avec des radiateurs. Si on part de la gauche, on peut voir notre robinet de puisage, donc c'est l'alimentation en eau à notre via rafale. En sortie de notre via rafale, je vais me connecter à l'installation, donc par le départ ou par le retour. On est sur une boucle ouverte, donc il n'y a pas de sens à respecter. Là, par exemple, on est sur le départ. Ça va suivre toute mon installation pour repasser ensuite dans le retour pour être rejeté à l'égout. Donc là, dans tous les cas, que je me mette sur le départ ou le retour, ça revient au même. Après, moi, techniquement, je conseillerais peut-être plus de se brancher sur le retour pour qu'on soit dans le flux inverse en fait de l'installation, le sens normal. Là, au moins, on sera vraiment sur un désembouage vraiment optimisé. On peut remarquer aussi sur le schéma de principe que les vannes sont fermées. Le via rafale, donc c'est une centrale de désembouage avec une cuve qui va envoyer de l'air sous pression à 8 bars. Vous vous doutez bien, dans la chaudière, on a plusieurs organes qui sont tarés à différentes pressions. Si on prend l'exemple de la soupape chauffage à 3 bars, la soupape sanitaire à 7 bars. Ensuite, on a d'autres organes qui sont assez sensibles, comme le purgeur, comme l'échangeur à plaques, même les joints toriques. Tous ces organes-là donc seront fragilisés, en tout cas pour être détériorés par la pression à 8 bars. Donc il est très important d'isoler la chaudière du désembouage, l'isoler de l'installation. Donc les actions mécaniques, je vous disais tout à l'heure, donc le via rafale permet le nettoyage mécanique et chimique. Pour les actions mécaniques, on va fonctionner sur 2 étapes. La première, de l'eau avec de l'air par impulsion. Donc là, ces impulsions-là, en fait, c'est piloté par un microprocesseur présent dans la carte du via rafale. Ça va lancer des impulsions d'air donc à 8 bars, toutes les 5 à 7 secondes environ, pour décoller les bouts ou les autres dépôts qui sont dans l'installation. Après cette étape-là, on pourra procéder à de l'eau et de l'air en continu.
Donc là, je suis plus par impulsion, mais là, je suis vraiment sur un flux d'air en continu, un flux d'air donc à 8 bars, mélangé avec de l'eau, ce qui va permettre en fait à chasser tout ce qui était décollé donc avec les impulsions. Ça va servir à tout décoller, à tout chasser. L'avantage aussi d'avoir cet air-là, ce flux d'air en continu, c'est que ça va éviter en fait à la boue de se redéposer dans la canalisation. Donc on a vraiment quelque chose de très efficace. Ensuite, les actions chimiques. Donc là, les actions chimiques, on va utiliser cette étape-là lorsque le réseau est trop ancien ou alors pas du tout entretenu. Pour utiliser les actions chimiques, il y a deux organes qui sont vraiment indispensables. À commencer par l'injecteur de produit, référence 295052, et le réducteur de pression. Donc là, on peut voir sur notre droite, on a notre virafale avec ces deux composants. Donc sur la gauche, le réducteur de pression et l'injecteur de produit. Donc c'est très très important d'utiliser ces deux organes-là. Donc déjà, le réducteur de pression, ça va réduire la pression du réseau pour pouvoir prendre tout le produit et surtout ne pas l'envoyer directement à l'égout. Donc ça va permettre vraiment à envoyer le produit dans toute l'installation, que ce soit vraiment dans tous les radiateurs ou dans les circuits du plancher. Ensuite, nous proposons pour les actions chimiques des additifs pour le virafale. Donc c'est une gamme complète qui va permettre de optimiser en fait le désembouage, la protection, voire même la désinfection des réseaux. Donc ce qu'on propose, le désembouant. Donc on a un produit pour les radiateurs et un pour les planchers chauffants. Donc un pour les radiateurs qui sera plus pour les oxydes ferreux, donc la corrosion qu'on a vu au tout début, et le plancher chauffant. Donc là, ça sera plus pour l'élimination des algues. Ces deux produits sont compatibles avec tous les métaux. Ensuite, on a le protecteur pour radiateur et plancher chauffant. Donc là, ce produit va servir à déposer un film qui aura pour rôle de protéger les canalisations. Ça ralentira en fait la formation de boue. Et ensuite, le désinfectant. Donc là, c'est pour les conduites d'eau potable, pour l'élimination des germes. Tous ces produits-là, tous ces additifs-là agissent en un temps très très court, en 45 minutes. Donc c'est assez rapide. Ensuite, pour terminer, donc je voulais vous parler de la centrale de désembouage au débit Virafale Connect. Donc c'est le Virafale avec les mêmes caractéristiques, les mêmes fonctions. C'est juste qu'en plus, on a cette connectivité Bluetooth qu'on va pouvoir connecter à un PC, une tablette ou un smartphone de type Android. Donc en téléchargeant l'application, en fait, je vais pouvoir connecter donc soit mon PC, soit mon portable, soit ma tablette au Virafale. Et ça va me permettre de connecter pour avoir un débit, pour voir mon débit en instantané, mais aussi pour éditer différents rapports. Avec ce Virafale Connect, je vais pouvoir éditer trois types de rapports. Un pour le nettoyage mécanique de l'eau potable, un pour le nettoyage des systèmes de chauffage, et le troisième pour la désinfection de l'eau potable. L'avantage, c'est que je peux les éditer, je peux les modifier, les imprimer. Quand je dis les modifier, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mon en-tête, les coordonnées du client, les installations, les spécifications sur la canalisation, donc toutes les indications sur la nature du tube, le diamètre. Et avec ce rapport, on va avoir toutes les données du désembouage, toutes les étapes, étape par étape. Je regarde s'il y a des questions sur en attendant, pas en attendant, mais ce qui est important, puisque tout à l'heure je parlais de déséquilibre d'une installation. Effectivement, quand on a une installation déséquilibrée où il y a plein de débit d'un côté et puis on peine à aller dans certaines zones, et c'est valable en plancher chauffant également, bah, on va avoir tendance à voir plutôt les zones qui sont en sous-débit où il y a des très faibles vitesses et ces zones-là où va s'accumuler l'embouage quand on parle de l'embouage, bien sûr. On parle de cette problématique-là. Et là où il y a plein de débit, bah là, les vitesses sont importantes. Donc c'est vrai que c'est souvent là où il y a peu de débit ou des sous-débits qu'on va favoriser des zones embouées. D'où l'intérêt de répartir les bons débits et de ne pas laisser des zones en sous-débit, puisque celle-là, la boue ne va pas être chassée de manière plus homogène. Oui, complètement. C'est là d'où l'intérêt en fait vraiment du nettoyage chimique. Et donc, quand je parlais de l'injecteur de produit, du réducteur de pression, c'est que ça va permettre vraiment au produit d'aller dans les moindres raccoins, par exemple, d'un radiateur. Et c'est vraiment très très important pour vraiment désembouer ce qu'on appelle les zones froides. Donc, c'est les zones en fait qui vont accumuler toute cette boue dans le réseau.
Après, c'est vrai que je dirais c'est le b.a.-ba quand vous avez surtout une rénovation d'un pavillon, mais c'est pareil sur du bâtiment collectif, hein. C'est vrai de se dire j'ai un pavillon ou une maison et ça fait 35 ans que ça tourne et dit tiens, j'ai une bonne idée, je vais changer la chaudière, je vais mettre des robinets thermostatiques. C'est très bien, mais il faudrait quand même juste effectivement vérifier l'état de l'installation. Ce serait un petit peu malheureux de mettre une nouvelle chaudière et des robinets en ayant quelque chose qui est complètement emboué. Donc, c'est un préalable qui, je pense pas, être très, très coûteux et qui va assurer la durée de vie et le rendement de l'installation, quoi. C'est surtout ça. Maintenant, on a une petite question. Donc, on demande quelles sont les préconisations et solutions pour nettoyer l'échangeur à plaques, par exemple de la chaudière. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, avec le Virafal, on ne va pas pouvoir le faire parce qu'on est sur une boucle ouverte. On joue sur une pression à 8 bars, donc là, on pourra pas utiliser le Virafal. Par contre, Virax propose une autre solution. Ça sera la pompe à désembouer. La pompe à désembouer, donc qui va permettre de faire le désembouage, mais en plus le détartrage des corps de chaud. Où là, on est vraiment sur la pression du réseau, donc on pourra très bien utiliser ce produit, donc la pompe à désembouer, avec un désembouant. Donc on propose aussi une gamme de produits qui agit également en 45 minutes. Donc ce produit peut très bien faire l'affaire pour le nettoyage des corps de chauffe, sans problème. Et les échangeurs à plaques. J'ai vu que J'ai une Clément question. avait mis des liens dans le chat. Pardon, vas-y, excuse-moi. Oui, donc il y a une petite question on demande si justement avec le Virafal Connect, enfin avec le Virafal non Connect, Virafal, si on l'achète sans les produits, parce qu'effectivement on propose différentes références. Soit on va avoir une référence d'un Virafal sans injecteur de produits sans réducteur de pression, donc pour faire uniquement du nettoyage mécanique. Si on a cette version-là, il sera possible plus tard d'acheter séparément l'injecteur de produits, le réducteur de pression pour faire du nettoyage chimique. Il n'y aura pas besoin de racheter une référence complète avec le Virafal. Ça, c'est en accessoires qui sont bien proposés à part. Moi, je disais que Clément a mis dans le chat les liens où vous pouvez, sur le Virafal, il y a un lien. Enfin, ça, je te l'avais dit tout à l'heure, Olivier. Également Oui. sur la résistance aux têtes. Enfin, c'est dans le chat, hein, vous avez les liens sur YouTube qui ont été indiqués. Il y a une autre question, Olivier. Alors, quelle solution avez-vous pour mesurer la qualité de l'eau et l'embouage? Alors, la Virax actuellement ne propose pas de solution en fait pour mesurer la qualité de l'eau. Je sais qu'effectivement, à travers cette question-là, je sens une petite comparaison avec d'autres fabricants. Nous, actuellement, on n'a pas cette solution-là. Mais ça ne serait peut-être tardé. En tout cas, c'est une très bonne question que je vais bien prendre en note. Une autre question, donc peut-on introduire le désembouant dans un ballon tampon et laisser agir quelques heures avant le désembouage mécanique? Alors, introduire le désembouant dans un ballon tampon, oui, dans un ballon tampon, il n'y aura aucun problème, on pourra le laisser agir, sachant que ça agit en 45 minutes, hein. Donc après, qui peut le plus, il n'y a aucun souci, on peut très bien le laisser plus longtemps. Mais voilà, on peut très bien, on n'est pas, le Virapal va servir d'injection de produit, mais après, rien n'empêche justement d'injecter le produit quelques jours avant ou même la veille pour laisser le travail se faire au niveau du produit. Il n'y a aucun souci. Alors, quand un radiateur est branché en même côté, excusez-moi, bonjour, quand un radiateur est branché en même côté, comme faire le désembouage? Est-ce que ça veut dire que c'est raccordé du même côté? C'est-à-dire, c'est pas un raccordement en diagonale, mais du même côté du radiateur. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça doit être ça Oui, la question. d'accord. Ok, très bien. Oui, je comprends mieux. Donc effectivement, en fait, on va le brancher sur départ-retour du radiateur. Il y a aucun souci. Après, on peut se mettre du même côté. Il y a aucun souci. Ça agira exactement pareil. Comment injecter les produits sans tout débrancher? Alors, on n'aura guère le choix, hein. Dans tous les cas, il faudra ces accessoires-là, parce que les produits, justement, l'injecteur de produits va servir. C'est une connexion assez spécifique en fait, hein. On va brancher notre produit donc à l'injecteur de produit.
on va avoir un système en fait d'aspiration. On va aspirer le produit avec l'air du virafale pour pouvoir l'injecter vraiment à faible vitesse. Donc c'est hyper important de rebrancher. Alors, on va pas pouvoir le faire sans, parce qu'en fait le but c'est si on n'est plus sur un circuit chauffant, par exemple, on a nos différentes zones, on va faire un nettoyage zone par zone. Donc on n'aura pas le choix, il faudra obligatoirement brancher l'injecteur de produit. Sans ça, ça ne sera pas possible. Donc, bon, en général, on procède en une étape. Si on voit déjà que le réseau est très peu entretenu, on commence déjà par, de base, à brancher l'injecteur de produit et le réducteur de pression sans faire d'action mécanique. Là, on passera directement sur l'action chimique. C'est ensuite, après, une fois qu'on a fait notre nettoyage chimique, là, on va pouvoir les retirer et faire un nettoyage mécanique donc à l'eau claire. Quel est le delta T préconisé pour un plancher chauffant? De toute façon, le fabricant de plancher chauffant, quand il fait une étude, effectivement, il part toujours sur un delta T, puisque une puissance, un delta T, ça va engendrer le débit. Très souvent, c'est entre 5 et 7 degrés, hein, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, ça, c'est défini par le logiciel de calcul du fabricant de plancher chauffant qui part sur une chute de température et par conséquent, derrière, il y aura forcément un débit. Mais très couramment, c'est entre 5 et 7 degrés. Avons-nous d'autres questions? Oui. Alors, j'ai une centrale de désembouage Virax, j'en suis très content. La seule difficulté est de savoir la quantité de produits chimiques à injecter. On ne sait pas à quel moment le produit chimique part à l'égout, surtout en ce qui concerne le protecteur. Alors effectivement, notre produit est transparent, hein, il n'a pas de couleur. En tout cas, on conseille donc, on a quand même sur notre étiquette, on a le volume à respecter, la quantité. Si on est sur un plancher chauffant, on va dire voilà, c'est 1 litre pour 100 mètres carrés. Si c'est pour des radiateurs, on est sur entre 13 et 15 radiateurs pour 1 litre. Donc là, ce que je conseille de faire, sur notre produit, on a quand même des graduations. Donc c'est de diviser en fait le bidon en nombre de circuits, en nombre de radiateurs. En ce qui concerne effectivement le visu sur le produit et ce qui va bien dans l'installation. Sachant que le liquide n'a pas de couleur, je suis d'accord, à un moment donné, on ne sait pas si le produit va à l'égout ou s'il n'est pas encore arrivé à l'égout. À la limite, petite technique, toute simple, on peut très bien prendre un colorant comme du bleu méthylène, on va le mettre dans notre bidon, comme c'est une solution colorée, il est coloré. Dès que je vois l'égout que ça commence, que l'eau commence à être colorée, là, je peux fermer au niveau de mon virafale l'injection de produit. Comme ça, je sais qu'au moins que le produit a été dans toute l'installation. Ok, Olivier, je ne sais pas si tu as, un mot à dire. En tous les cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à cet événement conjoint Virax d'Enphos Virax. Merci à vous pour votre attention. Et puis, je pense que vous pourrez retrouver ça sur les chaînes YouTube respectives de nos deux sociétés. Olivier? Oui, tout à fait. Merci beaucoup hein, pour ce webinaire. C'était vraiment très, très intéressant. C'était avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Et donc n'hésitez pas, effectivement. Donc on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur YouTube. Vous avez toutes les vidéos de nouveautés produits. Et puis on reste bien sûr à votre écoute, hein, soit utilisateur, distributeur, peu importe. Dans tous les cas, on est là pour vous conseiller. Avec plaisir. Sans dernière chose, effectivement, s'il y a des questions encore qui pourraient advenir sur cet événement, donc de toute façon, tout est enregistré. N'hésitez pas à poser les questions on va les récupérer, on vous répondra à ce moment-là directement s'il y en a qui arrivent après l'événement. D'accord, voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous. À très Merci, au vite. revoir.